Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Adrien Dupont, qui est responsable financier en charge du projet déchets de l'hôtel Hyatt du Louvre. Il nous détaillera les actions prévues juste après ces titres. Dans notre débat, on restera dans le secteur du tourisme pour évaluer l'impact de la crise sanitaire sur les attentes des clients et découvrir comment accompagner les professionnels dans leur transition écologique, comment l'accélérer. Et puis dans Smart Ideas, je vous présenterai Nabook, plateforme 100% jeunesse qui convertit le temps d'écran en temps de lecture, tourisme et littérature. Ça sent le hamac, non? Installez-vous confortablement, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Adrien Dupont, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc le responsable financier de l'hôtel Hyatt du Louvre et c'est vous qui pilotez la nouvelle gestion des déchets qui a été annoncée il y a quelques jours. On va rentrer dans le détail de cette opération qui est menée avec la start-up Take West. Mais d'abord, j'aime bien savoir d'où l'on part. Un hôtel comme le vôtre, l'hôtel du Louvre, hôtel historique en plus, très bel écrin, c'est un gros consommateur d'énergie, gros producteur de déchets? Alors sur une année classique, on produit à peu près 400 tonnes de déchets, donc avec un taux d'occupation à peu près 80-85%. Ça peut être plus évidemment si l'activité augmente. Et concernant l'énergie, j'ai pas les chiffres exacts, mais on est gros consommateur d'énergie, à la fois au niveau de l'eau, de l'électricité, aussi du chauffage urbain, donc de tout ce qui est chauffage urbain, donc notre fournisseur CPCU. Et on essaye donc d'avoir des mesures sur ces consommations pour essayer de les réduire au maximum. Oui, vous avez créé il y a plusieurs années une Green Team dont vous faites partie d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Ça consiste en quoi? Ça consiste à lister un peu tout ce qu'on pourrait faire en termes d'économie? Voilà, c'est ça. Alors en fait, la Green Team, donc, comme son nom l'indique, c'est une équipe verte. Donc c'est l'équipe, cette équipe rassemble à peu près une personne de chaque service. Donc pour vraiment avoir une vision globale de toute l'activité de l'hôtel, et chacun peut apporter son idée. Donc on se rassemble à peu près 1 à 2 fois par trimestre afin d'échanger sur les choses qu'on aurait repérées, les dysfonctionnements, les nouvelles idées que certains auraient pu croiser, soit les nouveaux arrivants, ils partagent les idées qui avaient été mises en place dans d'autres hôtels, etc. Donc voilà, et donc le but du jeu, c'est de réduire l'impact de notre activité sur l'environnement. Ouais. Alors, il y a donc cet exemple très concret. Vous venez d'annoncer une nouvelle gestion des déchets. Déjà, c'est quoi les grands principes de cette nouvelle gestion? Alors, on travaille aujourd'hui avec une start-up qui s'appelle Take West. Ouais. Ils nous ont contactés au début de l'année 2020. Et en fait, ça allait très bien en corrélation avec nos projets de la Green Team. Un des projets de la Green Team était de mieux gérer nos déchets. Et en fait, on est des hôteliers, donc on est des femmes de chambre, des comptables, des serveurs, etc. Et donc, on a assez peu d'expertise dans ce domaine. Et justement, le fait que Take West nous ait contactés, j'ai fait un premier rendez-vous avec eux. Ils m'ont exposé leur façon de fonctionner, les avantages qu'on pourrait tirer de ce partenariat. On en a parlé en Green Team et on a tout de suite validé le projet puisque c'est quelque chose qui nous permettrait de réduire drastiquement notre impact sur l'environnement. La première étape, j'imagine, c'est ce qu'on vient de faire ensemble, c'est-à-dire c'est le constat? Voilà, c'est le constat. Ouais. Donc ça prend du temps, ça? Ça veut dire ouvrir un peu ces chiffres? C'est ça. Donc en fait, Take West est venu sur place. On a fait le tour de l'hôtel, on a fait le tour des différents services, voir les déchets qu'on produisait. On a listé tous ces déchets. Ensuite, on leur a fourni l'ensemble des factures de nos prestataires de déchets, enfin qui s'occupent du traitement des déchets. Ils ont analysé un peu tout ça et ils nous ont rendu un diagnostic donc très complet, point par point, donc flux par flux en fait. Et ils nous ont donc ils nous ont expliqué vraiment aussi la réglementation parce qu'on n'était finalement pas vraiment au courant de la réglementation qu'il y a aujourd'hui, qui est obligatoire pour les hôtels et pour toutes les entreprises finalement.
Et donc, ils nous ont permis d'y voir un peu plus clair. Et alors ça, c'était quand, cette première étape du constat? Alors, cette première étape, c'était en mars 2020. Mars 2020, donc on est un an et c'est 4 mois, Voilà, 4 mois après, 3-4 mois après. Il y a un premier bilan qu'on peut tirer, parce que assez vite, vous avez mis Alors, on a un certain nombre vraiment d'actions en branle. Oui, voilà, en fait, on a vraiment commencé notre partenariat. En fait, il y a eu le premier diagnostic. Ensuite, on a signé un contrat pour le suivi de la gestion des déchets. Oui. Et donc ça a vraiment commencé à l'été. Parce que, comme vous le savez, il y a eu la pandémie donc, qui a un peu ralenti le process. Et donc, on a commencé à l'été 2020. Et quelques mois plus tard, on a vu déjà un résultat. On a diminué de 3 tonnes, on a évité l'envoi de 3 tonnes de déchets à l'incinération. En 2 mois, c'est ça? En 2 mois. Et alors ça s'explique par le fait qu'on avait, en fait, il y a 5 flux obligatoires. Donc il y a le papier, les biodéchets, le verre, les emballages et le carton. Mhm. Et après le 6e flux, donc il y a les ordures ménagères résiduelles. Et en fait, on s'est rendu compte que déjà, on avait 2 flux qui n'étaient pas mis en place. Donc le papier et les emballages. Donc il n'y avait pas du tout de tri et de valorisation de ce Voilà, flux, c'est il n'y ça? avait pas du tout D'accord. de tri. C'était un projet de la Green Team, mais c'était un travail quand même. Nous, on a aussi notre travail à côté, donc on n'est pas vraiment experts. Donc c'est des recherches, trouver le bon fournisseur au bon prix. Voilà, on met beaucoup de temps en fait à faire avancer les choses, alors qu'avec TakeOS c'est très simple. Eux ils arrivent, ils font le diagnostic et ils nous proposent les solutions et après nous on a juste à les mettre en place. Alors justement, avec quel partenaire, je crois que vous avez joué la carte du local, avec quel partenaire vous avez pu mettre en place cette valorisation des Donc déchets? on a gardé notre principal partenaire en matière de résolution des déchets qui s'appelle ISE, mais on a aussi ajouté la mairie de Paris, donc pour tout ce qui est gestion des emballages et du verre. Voilà. Et donc TakeOS nous a permis aussi de réaliser des économies puisqu'ils ont, on va dire, une force de frappe plus importante que nous. Ils peuvent négocier pour plusieurs hôtels. Je sais qu'ils ne travaillent pas seulement avec l'hôtellerie, ils travaillent aussi avec le domaine de la santé. Et donc ça nous a permis de réaliser des économies sur notre facture globale de déchets. La question des transports de ces déchets, comment vous l'avez résolu? Parce que si les camions poubelles partent à 200 km, ça n'a pas beaucoup de sens. Non, ça n'a pas du tout de sens. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est vraiment remis à l'expertise de TakeOS, qui a sélectionné les fournisseurs les plus proches avec le coût le plus intéressant. Alors, ce que j'entends, et c'est vraiment intéressant, c'est que évidemment, il n'y avait pas de spécialistes, même si vous avez une Green Team à l'intérieur de l'hôtel, il n'y avait pas de spécialistes. Donc, ça suppose aussi, est-ce que vous pensez que ça suppose une formation pour pouvoir vraiment appréhender ces questions et être plus efficace? Oui, alors c'est ce que propose justement TakeOS. Ils ne font pas seulement un diagnostic, ensuite ils reviennent sur place pour former les salariés afin de les sensibiliser déjà au tri, parce que ce n'est pas quelque chose qui est une évidence pour tout le monde. Et aussi, ils nous permettent de mettre des signalétiques, de créer les emplois du temps pour avoir des emplois du temps clairs pour la sortie des poubelles, pour notre prestataire qui s'occupe de la sortie des poubelles. Un grand hôtel, c'est un 5 étoiles, l'hôtel Hayat du Louvre. C'est évidemment beaucoup de nourriture et parfois du gaspillage alimentaire. Est-ce que vous avez pu, là aussi, grâce à ce programme, redistribuer des aliments que vous ne redistribuiez pas forcément avant? Alors oui, on a, notamment à cause de la pandémie, nos stocks sont arrivés en DLC et DLUO, malheureusement. On essaye normalement de réduire au minimum les pertes, mais là c'est vrai qu'on a eu pas mal de pertes liées à la pandémie. Donc TakeOS nous a permis de nous mettre en relation avec la Croix-Rouge ou d'autres associations afin de faire des distributions de nourriture. Et on a distribué en juin 2020 85 kilos d'aliments à la Croix-Rouge de Saint-Ouen. Oui, alors l'étape suivante, on va terminer là-dessus, il nous reste un peu plus d'une minute, c'est quoi maintenant? Parce que là, on a vu ce qui doit être assez excitant et emballant pour votre équipe et pour la Green Team, c'est des résultats rapides.
C'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, on a beaucoup de flux encore à mettre en place. On a déjà mis pas mal, on recycle les piles, les ampoules, etc. Mais on peut faire encore plus. Et donc le but, ça va être de vraiment chercher à améliorer nos déchets. Notamment, on a découvert une nouvelle start-up qui s'appelle Vépluche et qui récolte les épluchures de fruits et légumes pour ensuite créer du compost. Et en échange, ils nous donnent des fruits et légumes qu'on pourra, par exemple, redistribuer à la Croix-Rouge. Et ben voilà, encore une piste et une initiative. Merci beaucoup, merci Adrien Dupont. À bientôt sur Bismart. On va continuer donc de parler tourisme durable dans notre débat. Comment accélérer la transition vers un tourisme durable? Voilà le thème de notre débat. On reste sur cette thématique avec Nathalie Boudon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes business developer chez Betterfly Tourisme. C'est un éditeur de logiciels et de formation pour les professionnels du secteur. Guillaume Jouffre, bonjour. Bonjour Thomas. Le cofondateur de GreenGo, c'est une plateforme de sélection d'hébergement qui se donne justement pour mission de développer le tourisme durable. Vous avez l'un et l'autre entendu notre première interview. Quand on voit un géant du secteur comme Hayat s'engager sur cette voie de la réduction de ses déchets, comment vous réagissez, Nathalie Boudon? Je commence avec vous. Je ne suis pas vraiment surprise, pour être honnête, puisque ça fait déjà de longues années que les grands groupes hôteliers ainsi que les hôtels indépendants sont investis et engagés pour la plupart dans la réduction de leurs impacts environnementaux tels qu'ils soient. Oui, mais on a bien vu qu'il y avait une marge de progression qui était quand même qui très est considérable. L'objectif étant, en effet, comme il le disait, de faire un état des lieux, de partir d'un état des lieux, parce que c'est toujours compliqué pour un hôtelier de savoir ce qu'il faut faire pour réduire ses impacts environnementaux. On l'a bien compris chez Betterfly Tourisme, et c'est de cette manière-là qu'on les accompagne. On a créé notamment un outil qui s'appelle Wingy, qui permet de faire une cartographie précise des impacts environnementaux dans un hôtel. Oui, on le dit souvent ici, savoir d'où l'on part pour tracer le chemin. On va en reparler de ce que vous faites précisément. Guillaume Jouffre, ça représente quoi, tiens, aujourd'hui, le marché du tourisme durable, on va dire en France, pour commencer? Est-ce qu'on peut le chiffrer, ça? C'est difficile à chiffrer. C'est tout petit. Ça dépend comment vous le chiffrez. C'est-à-dire que nous, on voit beaucoup nous, on est plus chez GreenGo, sur des hôtes type gîte, chambre d'hôtes, etc. Ouais. On voit beaucoup d'acteurs, en fait, dans une démarche de développement durable, faire attention, tout un tas d'actions en place, mais qui ne sont pas forcément visibles aujourd'hui sur le marché. Donc il y a ce qui est visible aujourd'hui et ce qui est, en fait, l'ensemble des gens et des hébergeurs touristiques dans la démarche. Donc, ça serait compliqué de vous sortir un chiffre comme ça, mais je pense qu'on est à quelques pourcents. Mais pourquoi? Parce que les critères de ce qu'on appelle tourisme durable, déjà, il faut les définir. Oui, il faut les définir. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire tourisme durable déjà, Donc je pense que la difficulté, c'est qu'il y a un certain nombre de critères. On pense à l'alimentaire, on parlait des déchets tout à l'heure, on peut penser à l'aspect carbone, énergie, etc. Donc déjà, il y a un ensemble de choses qu'il faut définir. Il faut faire des typologies d'hébergement et après qualifier un petit peu le parc d'hébergement touristique. Alors Nathalie Bourdon, avec quels outils vous accompagnez? Vous avez commencé à l'expliquer, les professionnels du tourisme, dans cette transition. Parce qu'on cherche les leviers de l'accélération de la transition. Tout à fait. On a créé un logiciel qui s'appelle Wingy, que l'on a créé aussi en partenariat avec l'ADEME, puisque c'est le seul logiciel aujourd'hui capable de délivrer l'étiquette environnementale pour les hôtels. C'est un logiciel qui permet de faire un diagnostic des impacts environnementaux à travers 4 indicateurs qui sont l'impact carbone, la consommation d'eau, la consommation d'énergie et l'impact de l'hôtel sur la biodiversité à travers les produits biologiques ou éco-labellisés qu'ils utilisent au quotidien pour les produits d'entretien, le petit déjeuner, etc. Notre objectif, en dehors de cette note environnementale, bien sûr, c'est aussi d'accompagner les hôtels à travers un plan d'action, à travers un audit sur site qui permet... Pardon, allez-y. Non, qui leur permet après de réduire leurs impacts environnementaux. Alors justement, pardon. Je vous en prie. C'est quoi le retour sur investissement? Est-ce qu'on peut l'évaluer, ça? Parce que ça coûte forcément de l'argent de s'engager dans cette transition, même si on va faire peut-être des économies d'électricité, etc. Mais le retour sur investissement, il est rapide?
Alors, il est très rapide, puisque en fait, on a constaté, nous, à travers plus de 300 hôtels qu'on a accompagnés dans la démarche aujourd'hui en France, qu'ils économisent, suite à notre passage, 85 centimes d'euros par nuitée. Si vous prenez l'exemple d'un hôtel de 10 000 nuitées, on en est à 8 500 euros d'économie sur les coûts de fonctionnement. Donc, c'est non négligeable. Par an. Et on n'a pas l'obligation de faire des investissements en termes d'équipement. Il y a beaucoup de choses qui sont faisables aussi sur des éco-gestes dans un premier temps. Si l'hôtel n'a pas de budget à attribuer au sujet sur des investissements lourds, on les conseille aussi sur des éco-gestes pour réduire les impacts le plus rapidement possible. Si vous deviez citer, Guillaume Jouffre, comme ça spontanément, le premier levier d'accélération, vous diriez quoi ? La transition, ça dépend si on le voit d'un point de vue carbone ou d'un point de vue éco-gestes, déchets, eau, etc. Bien sûr que sur l'aspect carbone, c'est énergie. Donc, comment votre logement est isolé et quel est le mode de chauffage, en fait. Parce que ça va être ça le premier pot d'émissions carbone d'un hébergement. Donc, chauffage, isolation. Premier levier sur le CO2. Après, il y a la question des déchets, il y a la question de la gestion de l'eau et ce genre de questions. Mais encore une fois, tout dépend de ce qu'on appelle transition. Vous, c'est quoi les critères de sélection des hébergeurs qui vous contactent et qui veulent être représentés, être présents sur Gringo ? Alors nous, la mission, c'est un peu de démocratiser le diagnostic environnemental et la visibilité des critères environnementaux respectés. En complément avec ce que fait, à mon avis, Better Fly Tourism, c'est que nous, on a une approche assez bienveillante et assez inclusive, c'est-à-dire qu'on va prendre plein d'hébergeurs donc qui respectent un certain nombre de critères et on va évaluer quels sont les critères qui sont remplis ou pas remplis. Ça donne accès à quoi ? Ça donne accès à savoir un petit peu quel est notre point de départ, les critères que l'on respecte ou que l'on ne respecte pas. Et ça donne des leviers d'action sur, là par exemple, j'ai pas d'économiseur d'eau dans mes robinets, je vais en mettre, etc. Donc nous, on a la volonté, on a défini des méthodologies basées sur les labels et sur l'ADEME également, un petit peu comme Betterfly, pour accompagner toutes les chambres d'hôtes, gîtes, logements insolites, etc., dans l'évaluation et dans les actions derrière, et puis dans la mesure aussi de leur impact environnemental. Donc si je vous entends bien, l'important c'est la volonté et c'est l'amorce de l'évolution, c'est ça ? Bien sûr, parce que je crois qu'aujourd'hui, le premier enjeu, c'est la mesure. Je pense que vous en parlez aussi fréquemment ici, c'est quel est le point de départ, ça veut dire quoi être éco-responsable, ça veut dire quoi amorcer la transition, etc. Et ensuite, il y a bien sûr, une fois qu'on a posé le diagnostic, quelles sont les pistes d'action, qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui est plus difficile, qu'est-ce qui va avoir un retour économique aussi. Et nous, on essaye aussi de donner de la visibilité aux voyageurs là-dessus et donc de fournir une solution qui permet à ces hébergeurs vertueux qui s'engagent dans une démarche de progression attirer des clients justement pour rentabiliser aussi sur l'angle vraiment commercialisation. Alors justement, est-ce que c'est ça le levier d'accélération le plus puissant, les clients finalement ? Ça fait partie des leviers les plus importants, en effet. C'est la pression un peu amicale de la part des clients qui, demain, en fait, vont demander à chaque hôtel quel est son engagement sur l'environnement à travers ses activités. Je pense que demain, c'est quelque chose qui va être beaucoup regardé. Et qui va faire partie des critères dominants dans le choix de l'hôtel. Est-ce que la crise sanitaire, qui évidemment impacte encore aujourd'hui, même si ça commence à repartir, il y a des petits signes, mais bon, on attend que les frontières s'ouvrent pour de bon, le secteur du tourisme et le secteur hôtelier, est-ce que la crise sanitaire, ça a été pour vous, Nathalie Boudon, un frein ou un accélérateur ? La plupart des gens me répondent accélérateur, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça a été un accélérateur, bien sûr, notamment grâce aux clients, mais aussi parce que aujourd'hui, nous, on constate chez Betterfly Tourism que l'engagement des hôteliers est beaucoup insufflé aussi par les investisseurs. On parle de finances vertes, où les investisseurs, en effet, réalisent que si leurs actifs ne sont pas dans une démarche forte d'engagement environnemental, n'auront pas une viabilité à long terme. Leur hôtel n'aura pas une viabilité à long terme. Et on constate que c'est beaucoup poussé par ces investisseurs et on en est ravis. On accompagne des groupes hôteliers aujourd'hui tels que Onotel, on accompagne le groupe d'investissement Extenda M qui a choisi de s'engager sur le principe de l'investissement responsable de l'ONU. On les aide. Ça veut dire que ceux qui ne prennent pas ce chemin, ils ne trouveront plus de financement d'après vous ?
pas à 2 ans, à 10 ou 15 ans. Ça veut dire en tout cas que c'est beaucoup plus facile de trouver des investisseurs aujourd'hui quand on s'engage sur ce sujet et qu'on va encore dans une démarche positive. Est-ce que vous le sentez, ce mouvement-là? Je suis toujours sur le lien crise sanitaire et perception de l'évolution demandée du tourisme. Est-ce que vous le sentez vous aussi, notamment dans le nombre d'hébergeurs qui se tournent vers vous? Très clairement, nous on double notre nombre d'hébergeurs inscrits sur la plateforme tous les mois. Donc, vous doublez tous les mois, oui. Donc on a été lancé en février, on a doublé tous les mois. Là, on était à 120 nouveaux hébergeurs inscrits le mois dernier, sans faire de démarchage commercial, etc. Donc rien qu'en flux entrant d'hébergeurs qui veulent s'inscrire dans cette démarche. Et je crois qu'il y a une vision globale aussi qui est de promouvoir un tourisme plus local. Parce qu'on a eu longtemps ce paradigme qui est de voyager loin. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on prend l'empreinte carbone du tourisme, les 3/4, c'est le transport. Donc il y a un vrai enjeu de voyager local au-delà de l'hébergement, vraiment. Et donc, s'inscrire dans cette mission, c'est aussi ça qui est intéressant pour les hébergeurs touristiques, parce que ça fait partie de leurs valeurs, de leur région, etc. Et les voyageurs se sont rendus compte avec la crise sanitaire qu'en fait, on pouvait trouver le bonheur juste à côté, avec un faible empreinte carbone. Et alors, il y a aussi un autre levier, on va terminer là-dessus, c'est le levier du plan de relance. Le plan de relance, son volet écologique, il y a aussi des occasions à saisir, Guillaume Jouffre? Oui, bien sûr, parce qu'il y a eu un fonds qui a été monté, le fonds de tourisme durable, qui permet aux hébergeurs touristiques notamment, mais aussi à d'autres acteurs, de financer des projets de transition écologique. Donc ça ne va pas être accessible à tout le monde, parce que il faut une certaine structure, etc. à mettre en œuvre, mais il y a bien sûr des dispositifs qui existent déjà dans le cadre du plan de relance. Et c'est clair que ça va faciliter la transition des hébergeurs touristiques. Sur ce plan de relance, un mot pour conclure. Oui, ça nous aide aussi à ce que les hôteliers s'engagent sans qu'il y ait des budgets colossaux engagés pour eux. On parle de fonds de tourisme durable, on parle aussi de tremplin pour les TPE et les PME pour s'engager sur ces sujets-là et pour qu'on puisse les accompagner au mieux, en effet. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Voilà, c'était quasiment toute l'émission sur cette thématique du tourisme durable. Maintenant, on va lire des livres, mais sur tablette. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Caroline Fogarassi. Bonjour, vous êtes le président de Nabook. Quand l'avez-vous créé et avec quelle idée? Nabook, ça démarre autour d'un dîner de famille où l'une de nos cousines nous dit à la cantonade, je n'arrive pas à faire lire mes enfants, premier point. Deuxième point, ils passent leur vie derrière des écrans. Et troisième point, quand je leur mets un livre dans les mains, ils râlent. Et alors là, constat repris à l'unanimité autour de la table. Et on a creusé avec mes associés, Lucas et Maxime, le sujet. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout un cas isolé. En réalité, en France, et là les chiffres viennent du Saint des Saints, du Centre national du livre, baromètre 2017, 9 enfants sur 10 déclarent aimer lire, mais seulement 2 sur 10 lisent toutes les semaines. Et là, il y a un décrochage qui est absolument phénoménal. Et à quoi c'est dû? Nabook, c'est la solution pour ce décrochage. C'est-à-dire, on change le livre d'apparence, on vient le transformer, le digitaliser, on le met sur un écran, et on reprend les succès de Netflix, Fortnite, WhatsApp en termes de format. Format court, format série. Ouais. Interface. On va détailler ça parce que c'est intéressant, la triple référence. Donc c'est lire un livre mais sur son smartphone ou sur une tablette, c'est ça hein, le Exactement. principe est aussi simple que ça. C'est quoi le modèle économique? C'est un catalogue? C'est un abonnement? Ça fonctionne comment? C'est le modèle de Netflix. Vous avez une bibliothèque. Pour accéder à cette bibliothèque, il faut s'abonner. D'accord. Suivant l'abonnement, vous avez soit un abonnement premium, soit un abonnement famille qui débloque plusieurs comptes enfants pour le même compte parent. D'accord, c'est combien? 5,99 par mois pour le premium et 7,99 par mois pour le famille. Si vous voulez offrir, par exemple des grands-parents pour des petits-enfants, vous pouvez acheter une carte d'1 an qui permet à vos petits-enfants de profiter du service pendant un an, 49,99. Alors, le modèle Netflix pour commencer, c'est le côté feuilleton? Exactement. On revient un peu à ces feuilletons qu'on avait dans les journaux du 19e. Ah oui, Balzac, Dickens, Alexandre Dumas père, évidemment. Ils ont fait leur carrière comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, c'est particulièrement à la mode. Vous le voyez aujourd'hui avec le cinéma, Netflix, mais vous le voyez aussi avec de l'écriture et une start-up qui s'appelle Rocambole qui fait des choses magnifiques, l'Uni dans l'audio aussi. Et par rapport à ça, on reprend ce code. C'est-à-dire que les ouvrages qui sont souvent considérés indigestes et dans lesquels les enfants ne veulent pas se lancer parce que le volume est trop épais, on va les découper en petits épisodes. Et ces petits épisodes, 5 à 7 minutes de lecture,
vont permettre à tous, quel que soit leur niveau de lecture, d'être satisfaits à la fin. Vous avez lu un épisode, vous êtes satisfait. Vous en avez lu 7, vous l'êtes aussi. Chez nous, tous les enfants trouvent leur bonheur à leur rythme. Alors, donc il y a ce modèle Netflix, Fortnite, le jeu vidéo, Exactement. qui est la star des jeux vidéo. C'est quoi le lien? Alors, Fortnite, c'est un jeu vidéo, mais là où ils sont très forts, c'est qu'ils ont fait plus qu'un jeu vidéo. Ils ont fait un jeu vidéo dans le jeu vidéo. Quand vous arrivez sur la plateforme, vous avez un petit personnage qu'on appelle un avatar qui va vous guider vers telle carte, qui va vous guider vers tels outils, telles armes pour grandir et poursuivre dans le jeu. Nous, on va faire la même chose. Quand vous allez arriver, on va vous affecter un avatar. Et cet avatar, il va vous conduire dans la bibliothèque, un peu comme si c'était votre guide personnel. Et il va vous dire, alors cet ouvrage-là, il va te plaire pour telle et telle raison. Et au fur et à mesure, il va un peu mettre du sel dans le plat, puisqu'il va proposer des défis. Lire un épisode de chaque thématique, fiction, frisson, comédie, histoire. Donc pour ouvrir aussi d'autres univers que forcément ceux dans lesquels éventuellement le jeune lecteur était un peu catalogué, c'est ça? Exactement, puisque c'est aussi un enjeu de société. On voit bien qu'on est dans des bulles parfois, sur les réseaux sociaux. Et les outils numériques nous enferment souvent dans ces bulles. Donc. Exactement. Et ben nous, notre volonté, c'est de créer un outil numérique qui va percer la bulle et qui va sans cesse, s'il fallait en faire une, l'agrandir pour découvrir de nouveaux horizons. Et vis-à-vis de ça, on va évidemment mettre des gains à la clé, un avatar or, un personnage. Vous allez lire le Vicomte de Bragelonne, vous pourriez débloquer l'avatar Vicomte de Bragelonne pour votre petite médaillon. Ok. Et le modèle WhatsApp, en quoi il Le vous a modèle inspiré? WhatsApp, eh bien, il est tellement évident qu'on s'en rend plus compte, mais quand on dispose un texte sous forme de bulle, droite, gauche, quand vous répondez à votre interlocuteur, eh bien ça c'est tellement rentré dans les mœurs qu'on constate aujourd'hui que les enfants apprécient ce modèle-là pour de la lecture quand un personnage prend la parole et puis un autre et puis un autre. Okay. On affecte à chaque personnage une couleur, bleu, rouge, et le portrait du personnage. Si bien que le locuteur sait toujours qui parle, le lecteur pardon sait toujours qui s'exprime, où on se trouve dans le récit avec une barre de progression. On compile ces 3 codes, Netflix, WhatsApp, Fortnite, et on est capable de créer une expérience de lecture. Aujourd'hui, avec des stats qui sont impressionnantes, ça a été lancé il y a 3 mois, on a 30% de croissance par semaine, avec 0 € de pub. On avait 2 sessions d'utilisation par semaine il y a 1 mois et demi. On en a 6 par semaine, donc quasiment une par jour. Alors, parmi vos partenaires, on va terminer là-dessus, il y a les maisons d'édition, évidemment. Vous avez quoi, un catalogue de combien d'ouvrages aujourd'hui? Aujourd'hui, 450 titres. On en a 200 qui sont entre les mains de nos petits artistes au bureau, donc pratiquement 600 d'ici 3-4 semaines. On a un objectif de 1200 épisodes disponibles d'ici décembre 2021. Aujourd'hui, on travaille avec 6 maisons d'édition que je remercie encore pour leur confiance. Et on travaille main dans la main. Notre objectif, c'est de redonner le goût de la lecture. Demain, nos lecteurs iront en librairie, iront acheter des livres en version papier. Et nous, on aura considéré qu'on a gagné. Merci beaucoup, Caroline Fogarassi. Bon vent à votre Nabook. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain sur les box, c'est 9h, midi, 20h30, ou alors quand vous le souhaitez sur bismart.fr. Salut.